La chimiothérapie fait partie des nombreux outils à disposition des médecins pour traiter le cancer du poumon. Sels de platine, taxane, gemcitabine et bien d'autres molécules sont prescrites en fonction du patient et de sa tumeur. Pour en discuter, je reçois le docteur Aurélien Gobert. Il est oncologue médical à l'ICRB à Saint-Grégoire. Bonjour docteur Aurélien Gobert. Bonjour. À quel type de cancer du poumon la chimiothérapie s'adresse-t-elle? Alors, avant de parler du coup des types de cancer du poumon, c'est important primordial de rappeler qu'il en existe vraiment plusieurs sortes. D'une part, en fonction de l'atteinte de la maladie, en fonction de son évolution locale, donc au sein du poumon, mais également éventuellement au sein des organes autour, comme les ganglions, qui sont ces structures normales que l'on a partout dans le corps et dans lesquelles peuvent aller des cellules cancéreuses, ou également si la maladie va toucher d'autres organes dans le corps, ce que l'on appelle des métastases. Et le traitement de chimiothérapie peut aussi dépendre du type de cellule cancéreuse qui est impliquée dans la maladie. Et on distingue de grands types de cancers bronchiques, les cancers bronchiques à petites cellules et les cancers bronchiques qui ne sont pas à petites cellules, au sein desquels il y en a deux grands principaux, les adénocarcinomes et les carcinomes épidermoïdes. Quand la maladie est localisée, donc au sein de l'organe du poumon, éventuellement avec l'atteinte des ganglions, on va avoir pour objectif d'aller guérir la maladie, soit en allant faire un traitement de chirurgie qui va être potentiellement accompagné, avant ou après, d'un traitement de chimiothérapie qui va être là pour essayer d'éliminer les cellules cancéreuses, d'éliminer des micrométastases, donc des cellules qu'on n'est pas capable de voir ni sur les examens d'imagerie, ni sur les prises de sang, afin d'augmenter les chances de guérison de la maladie. On parle dans ce cas-là de chimiothérapie dite néoadjuvante, si elle se fait avant l'intervention chirurgicale, ou adjuvante, préventive, quand elle se fait après une intervention chirurgicale. On peut également faire une chimiothérapie en concomitant d'une radiothérapie, dès lors qu'on n'est pas capable d'aller opérer la maladie parce qu'elle est localement trop avancée, ou que les risques de la chirurgie sont trop importants en fonction de la personne, du patient, de la patiente. À ce moment-là, on fera cette radiochimiothérapie concomitante pour aller éliminer les cellules cancéreuses, essayer de guérir la maladie. Malheureusement, dans un certain nombre de cas, on n'est pas en capacité d'aller guérir la maladie parce qu'elle est localement trop avancée ou que les métastases ne peuvent pas être traitées de manière curative. À ce moment-là, dans une grande majorité des cas, on va pouvoir envisager une chimiothérapie qui va avoir pour objectif d'aller contrôler la maladie, d'aller contrôler les symptômes de la maladie, en essayant de préserver le maximum la qualité de vie qui est essentielle dans cette situation-là, et de permettre du coup de gagner du temps, qui est le temps dans les meilleures conditions possibles. Cette chimiothérapie-là, du coup, ne s'applique pas à tout le monde, hein. C'est vraiment dépendant du patient et du type de maladie, sa localisation et ses cellules cancéreuses. Très clair. Du coup, quel type de médicaments, de chimiothérapie et de molécules peuvent-ils être prescrits aux patients et patientes? Il y a plein de molécules différentes qui existent, là aussi, hein, en fonction de la localisation de la maladie, du type de cellules cancéreuses. Par exemple, pour les cancers bronchiques à petites cellules, on va utiliser une association de médicaments de chimiothérapie, notamment un qu'on appelle un sel de platine, qui peut être le carboplatine ou le cisplatine, associé à une autre molécule, qui ont toujours des noms plus compliqués les uns que les autres, hein, pour être sûr qu'on s'en souvienne jamais, mais notamment l'étoposide ou VP16. Cette chimiothérapie, elle peut être là aussi associée à de la radiothérapie pour les maladies quand elles sont localisées, mais quand la maladie est diffuse, donc avec des métastases à différents endroits du corps, on peut aussi l'associer à d'autres stratégies comme de l'immunothérapie. Pour les cancers bronchiques non à petites cellules, on va là aussi très souvent utiliser, quand on fait de la chimiothérapie, une base avec un sel de platine, donc le cisplatine ou le carboplatine, avec d'autres molécules en fonction du type de cellules cancéreuses, telles que le pémétrexel, la vinorelbine, le paclitaxel, la gemcitabine. Tout va dépendre de la personne, de l'individu qui est touché par cette maladie et du type de cellules cancéreuses pour qu'on puisse déterminer ensemble, à plusieurs, lors de nos réunions de concertation pluridisciplinaires, la meilleure stratégie à adopter pour avoir les meilleurs résultats possibles en termes d'efficacité et également de tolérance du traitement.
Quels sont les effets secondaires de la chimiothérapie? Alors, il y a plein d'effets indésirables, comme pour tous les médicaments, hein, et on a tous regardé les notices des médicaments que l'on a dans les boîtes qui listent une quantité astronomique d'effets indésirables. Il est important de rappeler qu'il peut y avoir des effets indésirables, mais on ne va pas avoir tous les effets indésirables du traitement, et que justement l'équipe médicale, paramédicale, est là pour essayer d'être vigilant à limiter au maximum le risque de survenue de ces événements indésirables. Très fréquemment, la chimiothérapie est tout de même associée à une fatigue. Elle peut être également associée à des nausées, à des vomissements ou une perte d'appétit qu'on appelle l'anorexie. Elle peut également être associée à des aphtes, une inflammation de la bouche qu'on appelle une mucite, à des perturbations du transit qui peuvent être soit une accélération, soit un ralentissement, soit une alternance entre les deux, ce qui peut être assez compliqué au quotidien en termes de gestion. On peut également avoir, en fonction du type de molécule utilisée, une chute des cheveux, une alopécie, qui peut être transitoire, mais qui peut être également, malheureusement, dans de rares cas, définitive. On peut également avoir une sécheresse de la peau, des ongles qui s'abîment, des fourmis au niveau des extrémités, qu'on appelle des paresthésies. On peut avoir également des douleurs dans les muscles. Sur le plan des prises de sang, on peut avoir également un retentissement, en particulier sur les globules, et on a plusieurs types de globules différents. Les globules rouges, donc quand ils vont diminuer, on va avoir de l'anémie, ce qui va participer potentiellement à une fatigue plus importante. Les plaquettes, qui permettent de coaguler le sang. Quand on a une diminution des plaquettes, de manière très importante, on peut avoir des saignements plus faciles qui surviennent. Et le plus fréquent, avec les médicaments de chimiothérapie, ça reste d'avoir une baisse des globules blancs. Les globules blancs qui sont là pour nous défendre des infections, notamment des infections bactériennes. Donc c'est essentiel, avant chaque séance de chimiothérapie, de pouvoir surveiller justement l'état de ces globules pour s'assurer qu'on fasse le traitement en toute sécurité. Et également, entre les différentes cures de chimiothérapie, s'assurer notamment, si jamais on avait de la fièvre par exemple, que la prise de sang retrouve un nombre de globules suffisant pour nous protéger d'une infection. Sinon, ça nécessite une prise en charge spécifique, là aussi pour éviter tout risque de complications. Alors cette liste, elle peut sembler impressionnante, mais c'est important de se rappeler qu'on ne va pas avoir tous ces effets indésirables systématiquement, bien au contraire, et qu'une fois de plus, l'équipe médicale, paramédicale est là pour anticiper sur ces différents effets indésirables possibles. Pourriez-vous nous décrire comment se déroule un traitement de chimiothérapie? Alors il y a plusieurs phases. Il y a déjà une première phase qui est une phase préparatoire en quelque sorte, justement pour bien déterminer la stratégie de traitement, donc faire le point sur l'état de la maladie avec les examens qui vont servir à bien identifier où elle est localisée. Les examens également, notamment les prises de sang, mais dans le cadre de ce qu'on appelle un bilan pré-thérapeutique, pour s'assurer de l'état de santé global, général, s'assurer de l'absence de complications potentielles cardiaques par exemple, ou rénales, ou du foie, afin de s'assurer que le traitement pourra être bien supporté. Et on va également, dans un grand nombre de cas, du fait de la nécessité de faire ce traitement par voie intraveineuse, de poser un cathéter, ce qu'on peut appeler une chambre implantable, qui est un petit boîtier qui se met en dessous de la clavicule avec un cathéter qui permet de délivrer le traitement en toute sécurité, ou via un cathéter qui peut être un peu plus temporaire, qu'on appelle un PICC line par exemple, afin là aussi de s'assurer que le traitement puisse se dérouler en toute sécurité. Ensuite, il y a la phase de traitement en lui-même, où on doit le plus souvent venir à l'hôpital, que ce soit en ambulatoire, c'est-à-dire qu'on ne reste pas dormir à l'hôpital, ou en hospitalisation, notamment en cas de traitement qui doit se faire sur plusieurs jours, afin de pouvoir délivrer le traitement, là aussi, dans les meilleures conditions possibles. Il y a bien souvent des traitements à prendre en amont pour essayer de limiter les effets indésirables immédiats, notamment les nausées, les vomissements ou les réactions qui peuvent être des réactions allergiques à la chimiothérapie. Le traitement qui est réalisé par une infirmière qui va s'assurer du bon déroulé et de la bonne administration des différentes molécules de chimiothérapie. Ce traitement va prendre un certain temps qui va là aussi dépendre du type de médicament que l'on utilise pour toujours essayer de limiter le risque d'avoir des effets indésirables du traitement. Ce traitement se réalise sous la forme de cures de chimiothérapie dont la durée, le nombre de jours, l'intervalle entre les séances va vraiment dépendre du protocole.
Très souvent, les cures se font sur une période de 3 à 4 semaines que l'on répète de manière successive avant de pouvoir réévaluer l'efficacité du traitement en contrôlant les examens d'imagerie. Et c'est important pendant ces intercures de traitement d'évaluer les effets indésirables potentiels que l'on peut ressentir pour pouvoir les traiter avant qu'ils ne soient trop importants, avant qu'il y ait un retentissement trop fort de ces événements indésirables, et pour que l'on puisse déterminer si on peut maintenir le traitement dans les mêmes conditions ou bien réadapter, modifier les médicaments, modifier les doses, modifier le schéma pour avoir cet objectif de bon contrôle de la maladie et de bon contrôle des symptômes, que le traitement ne soit pas responsable de plus de complications que de bénéfices que l'on en attend. Quels soins de support vous recommandez à vos patients et patientes en fonction des effets indésirables? Alors, c'est important en fonction du type d'événements ou d'effets indésirables de pouvoir les anticiper, de pouvoir les identifier au cours du temps, parce que c'est le meilleur moyen de pouvoir les prendre en charge. La fatigue, qui est déjà l'événement indésirable le plus fréquemment rencontré, même ne serait-ce qu'en lien avec la maladie, c'est important d'essayer de trouver des petits moyens pour lutter contre cette fatigue. C'est essentiel d'essayer de maintenir une activité physique dans la mesure du possible. Après, il faut écouter son corps. Quand le corps est épuisé, quand il est fatigué, il faut aussi préserver son repos et préserver ses nuits pour qu'elles se déroulent le mieux possible, qu'elles soient le plus reposantes possible. Au niveau des nausées, des vomissements, il y a différents médicaments qui sont mis en place pour essayer de lutter et d'éviter que ces nausées, ces vomissements apparaissent. Il y a des médicaments en complément qui peuvent être utilisés si jamais ces symptômes étaient ressentis dans cet intervalle, dans cette intercure de traitement de chimiothérapie. Et au niveau de l'alimentation, c'est primordial de privilégier les aliments que l'on apprécie le plus, d'essayer de fractionner les repas, de faire des petites quantités mais plusieurs fois dans la journée pour avoir un apport en énergie, en calories, en glucides, donc en sucre et en protéines qui soit suffisant pour couvrir les apports nécessaires. Contre les problèmes de transit, là aussi c'est important d'adapter un petit peu l'alimentation, parce que si jamais il y a une accélération, plutôt privilégier du riz par exemple, plutôt que des fruits et des légumes qui peuvent aggraver cette accélération du transit. Au niveau des cheveux, des ongles, il y a des petits compléments vitaminiques, mais malheureusement ça ne change pas souvent grand-chose sur la gestion de ces effets indésirables, mais c'est important de pouvoir utiliser des vernis, par exemple, pour les ongles, qui vont aller les protéger. Et il y a des socio-esthéticiennes, par exemple, qui peuvent être impliquées dans la prise en charge. Et au niveau des cheveux, il y a également différents moyens qui permettent d'agir pour garder une apparence physique qui nous convienne, parce que c'est important de garder une bonne image de soi pendant cette épreuve qui est un traitement de chimiothérapie. Donc en résumé, on va avoir une attention particulière à la nutrition et puis si c'est possible, garder une activité physique adaptée et être vigilant à son sommeil et son état général. Exactement, ce sont vraiment des éléments qui sont primordiaux et qui sont des éléments de la vie quotidienne, même en dehors de toute maladie, que d'être vigilant sur son alimentation équilibrée, sur le maintien d'une activité physique, parce que c'est le meilleur moyen de lutter contre ces effets indésirables. Docteur Aurélien Gobert, si vous aviez en face de vous un patient ou une patiente qui s'apprêtait à démarrer une première séance de chimiothérapie, un premier traitement pour un cancer du poumon, qu'auriez-vous envie de lui dire ? Alors c'est déjà malheureusement une épreuve qui est très difficile, l'annonce du diagnostic, l'annonce du traitement derrière, ça représente un choc terrible et c'est normal d'avoir des craintes, d'avoir une anxiété. On ne peut pas être préparé à ce genre de situation, à ce genre de nouvelles. Et souvent, les choses vont très rapidement. On n'a pas le temps de s'adapter à cette situation parce que il faut pouvoir débuter le traitement dans les délais les plus brefs possibles pour avoir les meilleures conditions, les meilleurs résultats derrière. Et donc, c'est important de se rappeler dans cette situation où tout va très vite que les traitements que l'on détermine, la stratégie de traitement que l'on va choisir, est adaptée à la situation qui est rencontrée par la personne et que on utilise des traitements qui sont connus depuis plusieurs années, qu'on a l'habitude d'utiliser, de gérer, dont on connaît les effets indésirables et qu'on va les suivre. Et que
vous n'allez pas être tout seul en tant que patient, en tant que patiente dans cette situation-là. C'est-à-dire que on est là, l'équipe médicale, l'équipe paramédicale, les soignants, pour encadrer, pour permettre d'accompagner et de faire en sorte que le traitement se déroule de la meilleure des situations possibles. Parce qu'une fois de plus, un bon traitement, c'est un traitement qui est efficace, mais qui est également bien supporté. Et donc, on va être là, on va être des accompagnants, on va marcher ensemble pour avancer au cours du temps. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre activité d'oncologue médical? C'est une question très intéressante, mais c'est très très vaste. Pour y répondre, la première raison qui m'a fait choisir cette spécialité quand j'étais étudiant, c'était vraiment le côté humain. Parce que malheureusement, ce sont des situations où on rencontre souvent une détresse, hein, parce que ça reste une situation très délicate dans la perception générale. Et donc, quelle que soit la situation, quels que soient les objectifs que l'on peut avoir en fonction de l'état d'avancée de la maladie, des possibilités de guérison, ou même si on n'est pas en capacité de guérir la maladie, il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des choses à apporter, un accompagnement pour faire en sorte d'être dans les meilleures conditions possibles. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, le plus important, parce que de pouvoir être présent, de pouvoir partager, d'accompagner les personnes dans ce moment de détresse, c'est quelque chose qui est particulièrement important et essentiel. En parallèle de ça, la prise en charge des cancers évolue de manière très rapide et c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on a de plus en plus de traitements qui sont mis à disposition et les effets de ces traitements, que ce soit les effets positifs comme les effets indésirables, sont en train de s'améliorer progressivement au fur et à mesure des années et ces modifications, on les voit apparaître directement dans une pratique courante qui est maintenant. Et donc c'est très enthousiasmant de se dire qu'on va pouvoir améliorer au cours de sa vie professionnelle la prise en charge des personnes que l'on rencontre au cours du temps. Alors c'est sûr, tout le monde ne bénéficie pas de ces avancées et ça prend du temps, mais ce sont des éléments qui avancent et c'est très, très enthousiasmant et ça donne une forme d'optimisme pour l'avenir, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire. Docteur Aurélien Gobert, vous avez accompagné de nombreux patientes et patients. Est-ce qu'il y a une histoire en particulier qui vous a marqué dans votre carrière professionnelle? Alors il y a plein d'histoires qui sont marquantes, des histoires qui sont très positives, des histoires un peu plus tristes, mais chacune est un peu marquante. J'ai quand même le souvenir d'un patient qui était particulièrement anxieux, particulièrement choqué par cette annonce de cancer, pour lequel il avait une vision dramatique des traitements qu'on pouvait être amené à utiliser, et il avait une inquiétude telle et qu'il pensait que au diagnostic, il allait mourir le lendemain, et donc il avait cette appréhension, il ne voulait même pas débuter le moindre traitement du fait de cette appréhension. Et après avoir discuté, après avoir levé un petit peu cet obstacle, il a pu commencer le traitement qui a eu une très très grande efficacité et très rapide. Et le fait de voir quelqu'un qui a beaucoup de symptômes aller de mieux en mieux et de se rendre compte qu'en fait, ce traitement, c'est faisable et d'en voir le bénéfice directement pour lui et de pouvoir sortir de l'hôpital, de pouvoir récupérer une activité de vie, de pouvoir reprendre des choses du quotidien qu'il ne pouvait plus faire à cause de la maladie dans les semaines qui ont précédé le diagnostic, ça lui a permis de complètement changer son regard sur le cancer, sur les traitements du cancer. Et derrière, il a été une partie prenante dans cette information via une association de patients où il s'est impliqué dedans pour essayer de transmettre son expérience, qui a été une expérience positive pour lui, malgré une situation très 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 compliquée initiale. Merci beaucoup, Docteur Gobert. Je vous en prie.